Ma tante m'a enfermé au sous-sol parce que j'avais pris le goûter de sa fille jusqu'à ce que la caméra la surprenne. La porte du sous-sol s'est refermée en claquant derrière moi avec une finalité qui résonne encore dans mes cauchemars. Une barre de chocolat volée. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma tante révèle sa véritable nature. Pendant que ma mère s'efforçait de reconstruire nos vies, j'ai appris à quelle vitesse une parfaite maison de banlieue pouvait devenir une prison et à quel point les adultes pouvaient complètement détourner le regard de la souffrance d'un enfant. Sans une caméra oubliée capturant ce que personne ne voulait voir, je serais peut-être encore en train de compter les heures dans l'obscurité. Ceci est mon histoire de survie, celle des monstres qui se cachent derrière des sourires, et comment, enfant, j'ai découvert que parfois, être entendu est la forme d'évasion la plus puissante. J'avais 9 ans quand maman a dit, juste pour un petit moment. Ses yeux étaient rouges et bouffis alors qu'elle s'agenouillait devant moi, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle ajustait le col de ma veste. Le soleil du matin inondait les fenêtres de notre appartement, projetant de longues ombres sur la valise pleine à mes pieds. C'est juste le temps que je règle les choses, murmura maman en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Elle s'appelait Dédra, et je ne l'avais jamais vue aussi abattue. Juste une semaine ou deux chez tante Carla, Lana. Je te le promets. Je ne voulais pas y aller. Chaque cellule de mon corps hurlait de rester, mais j'ai hoché la tête courageusement, ravalant la boule que j'avais dans la gorge. Maman avait perdu son travail à l'hôpital 2 mois auparavant, et notre propriétaire ne se montrait plus patient. J'avais surpris les conversations téléphoniques à voix basse, les supplications désespérées de maman pour avoir plus de temps. Ça ira, ai-je dit, bien que ma voix m'étreille en se brisant. J'ai serré le bracelet que maman m'avait glissé au poignet ce matin-là, une simple chaîne en argent avec une minuscule breloque en forme d'étoile. Ça te donnera du courage, m'avait-elle dit. Et ça te rappellera que je reviens te chercher. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de tante Carla a duré 40 minutes. À chaque kilomètre qui passait, mon estomac se nouait davantage. Je n'avais rencontré tante Carla que quelques fois lors de réunions de famille. C'était la sœur aînée de maman, toujours impeccablement vêtue, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, je n'ai pas pu m'empêcher de la fixer. La maison de tante Carla semblait parfaite comme une image vue de l'extérieur, une maison coloniale blanche de 2 étages avec des volets vert émeraude, des haies bien taillées et une balançoire en bois sur le porche. On aurait dit une photo de magazine, rien à voir avec notre appartement exigu au robinet qui fuit et au plancher qui craque. Tante Carla est sortie sur le porche, sa fille, Tessa, à moitié cachée derrière elle. Elles portaient toutes les deux des robes bleues assorties, et le sourire de tante Carla était d'une douceur mielleuse alors qu'elle nous faisait signe de la main. Dédra, ma chérie, et la petite Lana. Entrez. Sa voix était musicale, étudiée. Elle a descendu les marches pour nous accueillir, sa main se posant fermement sur mon épaule. J'ai légèrement tressailli. Sa poigne était juste un peu trop ferme, ses ongles s'enfonçant à travers le tissu de ma veste. Maman n'a pas semblé le remarquer. Elle était trop occupée à remercier Carla, à expliquer qu'elle enverrait de l'argent dès qu'elle le pourrait, à quel point elle était reconnaissante. J'ai fait abstraction, regardant plutôt ma cousine Tessa, qui m'étudiait avec des yeux curieux. Elle avait mon âge mais était plus grande, avec de parfaites boucles dorées et un bandeau rose. Elle ne souriait pas. « Tessa, pourquoi ne montres-tu pas sa chambre à Lana ?» a suggéré tante Carla une fois que les adultes eurent fini de parler. La petite, à côté du placard à linge. Maman m'a serré dans ses bras une dernière fois, trop fort et trop vite. « Je t'aime, mon bébé. Sois sage avec ta tante. » Et puis elle est partie, sa voiture disparaissant au bout de la rue pendant que je restais debout dans le vestibule immaculé de tante Carla, agrippant ma valise usée avec les jointures blanches. « Bien, » a dit tante Carla, son ton doux s'évaporant dès que la voiture de maman a tourné au coin de la rue, « allons t'installer. » La petite chambre était à peine plus grande qu'un placard, avec un lit, une place, une table de nuit, et rien d'autre. Les murs étaient d'un blanc éclatant, et une unique fenêtre donnait sur le jardin arrière. J'ai posé ma valise sur le lit et j'ai essayé de ne pas pleurer. Le dîner est à 18h, m'a informé tante Carla depuis le seuil de la porte. Tessa mange d'abord, puis les adultes, puis toi. C'est comme ça qu'on fait les choses ici. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi ne pouvons-nous pas manger tous ensemble? Une lueur a traversé les yeux de tante Carla, froide et acérée. Tessa est ta cousine, pas ton amie. Il y a une hiérarchie dans cette maison, et tu ferais bien de t'en souvenir. Ce premier soir a donné le ton pour tout ce qui a suivi. Tessa mangeait en premier,
jouait en premier, se baignait en premier. On me donnait les restes, les vêtements de seconde main, l'eau froide du bain. Quand j'ai essayé de jouer avec les poupées de Tessa après le dîner, tante Carla est rapidement intervenue. « Ce sont les affaires de Tessa », a-t-elle dit. « Tu ne touches pas à ce qui n'est pas à toi. » Oncle Ray est rentré tard ce soir-là. Il était grand et mince, avec des yeux bienveillants qui se plissaient au coin quand il me souriait. « Tu dois être Lana », a-t-il dit, m'offrant une douce poignée de main. « Bienvenue chez nous. » Quelque chose dans son attitude m'a fait penser qu'il pourrait être un allié, mais sa gentillesse était distante, prudente. Il semblait mal à l'aise en ma présence, ses yeux se tournant vers tante Carla comme pour chercher son approbation. J'ai appris plus tard qu'il venait d'installer un nouveau système de caméras de surveillance dans toute la maison, mais il n'en a jamais parlé. Le lendemain matin, tante Carla m'a présenté une liste de règles de la maison, tapées et plastifiées. La règle numéro 7 est très importante, a-t-elle dit, tapotant le papier avec son ongle parfaitement manucuré. Ne t'approche jamais du sous-sol. J'ai parcouru la liste. Règle numéro 7, le sous-sol est strictement interdit. Pourquoi, ai-je demandé. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Les yeux de tante Carla sont devenus froids. Ne le fais pas, c'est tout. Elle m'a tendu un chiffon et du produit à polir les meubles. Maintenant, nettoie les étagères du salon. Toutes. Les jours ont passé, et l'isolement subtil est devenu plus prononcé. Pendant que Tessa recevait de nouveaux jouets et des éloges constants, on me donnait un flot incessant de corvées, faire la vaisselle, plier le linge, récurer les toilettes. Mes mains sont devenues rêches à cause des produits de nettoyage. Le troisième soir, j'ai essayé d'appeler maman depuis le téléphone de la cuisine pendant que tante Carla était à l'étage. « Qui appelles-tu » La voix de tante Carla m'a fait sursauter. Elle était apparue silencieusement dans l'embrasure de la porte. « Ma maman » ai-je murmuré. « Je veux juste savoir comment elle va. » Tante Carla m'a arraché le téléphone des mains et a raccroché. Elle a demandé de l'espace, Lana. Elle est occupée à régler sa situation. La façon dont elle l'a dit a rendu cela sale, honteux. De plus, les appels coûtent de l'argent, et tu nous en coûtes déjà assez. J'ai hoché la tête, retenant mes larmes, et je suis retourné récurer le sol de la cuisine. Ce week-end-là, oncle Ray était plus souvent à la maison. Il travaillait comme directeur des ventes pour une entreprise de technologie et voyageait souvent pendant la semaine. Il était silencieux mais observait tout avec des yeux attentifs. Une fois, alors que tante Carla m'avait envoyé désherber le jardin sous la pluie, je l'ai surpris en train de regarder par la fenêtre, l'expression troublée. Une autre fois, j'ai trébuché en portant une pile d'assiettes vers la cuisine, et l'une d'elles s'est écrasée sur le sol. Avant que tante Carla ne puisse m'atteindre, oncle Ray était là, agenouillé à côté de moi. Les accidents, ça arrive, a-t-il dit doucement, m'aidant à ramasser les éclats. Mais il s'est tu lorsque tante Carla est entrée, le visage comme un orage. Petite maladroite, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé, me saisissant le bras et m'arrachant au désordre. Va dans ta chambre. Pas de dîner ce soir. Oncle Ray a ouvert la bouche comme pour protester, puis l'a refermée, son regard tombant au sol. Un soir, en sortant les poubelles, j'ai remarqué quelque chose d'argenté qui brillait parmi les ordures. Mon bracelet, celui que maman m'avait donné pour que je reste courageuse. Tante Carla l'avait jeté, le qualifiant de « camelote bon marché » qui encombrait le comptoir de la salle de bain. Je l'ai récupéré discrètement, les nettoyé et les caché sous mon oreiller. Le comportement de Tessa s'est aggravé quand les adultes n'étaient pas là. Elle me faisait des croche-pieds dans le couloir, cachait ma brosse à dents, ou mettait en désordre les pièces que je venais de nettoyer. Un après-midi, elle a délibérément renversé du jus de raisin sur le tapis de couleur crème, puis a hurlé pour appeler sa mère. C'est Lana qui l'a fait, a-t-elle pleuré quand tante Carla s'est précipitée. Elle courait avec son verre. Tante Carla ne s'est même pas posé de questions. Elle m'a donné une légère tape sur le poignet et m'a poussé vers les produits de nettoyage. Nettoie ça tout de suite. Oncle Ray a été témoin de toute la scène depuis l'embrasure de la porte mais n'a rien dit. Ses yeux ont croisé les miens un bref instant, peut-être pour s'excuser, avant qu'il ne se retourne et ne s'éloigne. À la fin de la première semaine, maman n'avait toujours pas appelé. Mon estomac gargouillait constamment à cause des maigres portions que tante Carla m'autorisait. Une nuit, incapable de dormir à cause de la faim, je me suis glissé en bas dans la cuisine. La maison était silencieuse, tout le monde dormait.
J'ai ouvert la porte du garde-manger et j'ai trouvé une étagère de collation cachée au fond, des biscuits, des chips, des barres de chocolat, toutes étiquetées, Tessa, de l'écriture soignée de tante Carla. L'eau m'est venue à la bouche. Je n'avais pas eu de friandises depuis mon arrivée. Je ne devrais pas, ai-je pensé. Mais mon estomac vide a remporté la dispute. J'ai pris une petite barre de chocolat, juste une, et je me suis retiré dans la salle de bain pour la manger, en prenant soin de récupérer chaque miette et l'emballage dans ma main. Le chocolat était divin, riche et sucré sur ma langue. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais, j'ai oublié les critiques constantes et la solitude. J'ai savouré chaque petite bouchée, la faisant durer le plus longtemps possible. Quand j'ai eu fini, j'ai enveloppé la preuve dans du papier toilette et je l'ai cachée profondément sous le lavabo de la salle de bain, derrière des bouteilles de produits de nettoyage. Puis je suis retourné me coucher, me sentant coupable mais satisfaite. Le lendemain matin, tante Carla m'a coincé dans le couloir, son visage un masque de fureur. Dans sa main, il y avait l'emballage de la barre de chocolat. « Tu as volé ma fille » a-t-elle grogné, agitant la preuve sous mon nez. « Espèce de petite voleuse. » J'avais faim, ai-je murmuré en reculant. « Je suis désolé. »« Les voleurs sont punis » a dit tante Carla, sa voix soudainement calme. Trop calme. Et je sais exactement où vont les petites voleuses sournoises. Le lendemain matin s'est levé, gris et couvert, assorti à l'effroi dans mon estomac. J'avais à peine dormi, hanté par les mots de tante Carla et l'emballage de chocolat qu'elle avait trouvé. Quand je me suis enfin aventuré hors de ma chambre, elle attendait. « Bonjour, la voleuse » a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était encore dans son pyjama en soie, une tasse de café à la main. Tessa était assise à la table de la cuisine, regardant avec une jubilation non dissimulée tandis qu'elle grignotait du pain grillé à la cannelle, un petit déjeuner qu'on ne m'avait jamais offert. « Je suis désolé pour le chocolat » ai-je dit, d'une petite voix. J'avais juste vraiment faim. « Oh, j'en suis sûre » a répondu tante Carla, posant sa tasse avec un clic délibéré. « Assez faim pour voler ma fille. Pour prendre ce qui ne t'appartient pas. » Elle a traversé la cuisine en 3 rapides enjambées et a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « Puisque tu aimes tant te faufiler, je pense qu'il est temps que tu apprennes où vont les choses sournoises. » Mon cœur martelait contre mes côtes alors qu'elle me faisait traverser la maison. Je savais où nous allions avant même d'y arriver, la porte interdite du sous-sol au bout du couloir. La porte dont on m'avait explicitement averti de ne jamais m'approcher. « S'il vous plaît, tante Carla » ai-je supplié, en essayant de me dégager. « Je ne le referai plus, je vous le promets. » Elle a ignoré mes supplications, déverrouillant la porte du sous-sol avec une clé qu'elle a sortie de sa poche. D'un mouvement rapide, elle m'a poussé en avant, et j'ai trébuché, perdant l'équilibre. La porte s'est refermée en claquant derrière moi alors que je dégringolais les escaliers en bois, atterrissant durement sur mon coude gauche. La douleur a jailli dans mon bras, et j'ai crié, plus par choc que par blessure. Au-dessus de moi, j'ai entendu le clic distinctif d'une serrure qui se tourne, suivi par le claquement d'un interrupteur. L'obscurité m'a englouti complètement. « Tante Carla » ai-je crié, remontant les escaliers en courant pour frapper à la porte. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je suis désolé. » Désolé ne corrige pas ton comportement. Sa voix est venue, étouffée, à travers la porte. Peut-être qu'un peu de temps là-dessous t'apprendra le respect. Combien de temps, ai-je demandé, ma voix se brisant. Le silence fut ma seule réponse. Puis, des bruits de pas s'estompant alors qu'elle s'éloignait. Je me suis laissé glisser contre la porte, serrant mes genoux contre ma poitrine. Des larmes coulaient sur mon visage alors que la réalité de ma situation s'imposait à moi. J'étais enfermé dans le sous-sol, le seul endroit où l'on m'avait averti de ne jamais aller. Alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai commencé à distinguer des formes autour de moi. Le sous-sol n'était pas fini, des sols en béton, des poutres apparentes au plafond, et des piles de boîtes en carton poussées contre les murs. Une seule ampoule nue pendait du plafond dans le coin le plus éloigné, offrant une lumière faible et vacillante. L'air était lourd d'une odeur de moisissure et d'humidité. Le froid remontait du béton, me glaçant jusqu'aux os. Il n'y avait pas de tapis, pas de meubles, rien que des surfaces dures et des ombres. Je me suis blotti contre la porte, frottant mon coude meurtri et essayant de contrôler ma respiration. Ce n'était pas en train d'arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Sûrement, oncle Ray rentrerait à la maison et me laisserait sortir, ou tante Carla se rendrait compte qu'elle était allée trop loin.
Les heures ont passé. Mon estomac gargouillait, me rappelant que je n'avais pas pris de petit déjeuner. Ma bouche était sèche, ma gorge irritée. L'ampoule dans le coin a clignoté une fois, 2 fois, puis s'est éteinte complètement, me plongeant dans une obscurité totale. J'ai étouffé un sanglot, me frayant un chemin le long du mur jusqu'à ce que je trouve une minuscule fenêtre près du plafond, une fenêtre au niveau du sol, couverte de toiles d'araignée et de saleté. Elle était trop petite pour que je puisse passer à travers et trop haute pour que je puisse l'atteindre, mais elle laissait entrer un filet de lumière grise du jour. D'en haut, je pouvais entendre des sons étouffés, des pas, des voix, la télévision. Une fois, j'ai entendu le rire de Tessa, aigu et ravi, et je l'ai imaginé jouant avec les jouets que je n'avais pas le droit de toucher. Au secours, ai-je appelé de nouveau, en frappant à la porte. S'il vous plaît, j'ai besoin d'eau. Aucune réponse n'est venue. Finalement, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, suivie d'une voix d'homme. Oncle Ray était à la maison. Mon cœur a bondi d'espoir. Où est Lana, l'ai-je entendu demander, sa voix à peine audible à travers le plancher. Elle se repose, est venue la réponse désinvolte de tante Carla. Elle a fait une petite crise tout à l'heure. J'ai de nouveau frappé à la porte. Oncle Ray, je suis là-dessous. Mais ma voix ne portait pas. Ou peut-être a-t-il choisi de ne pas entendre. Alors que la nuit tombait, le sous-sol est devenu encore plus froid. Je me suis recroquevillé sur moi-même, utilisant mes bras comme oreillers contre le sol dur. Quelque chose a gratté dans le coin. Des souris, probablement. La pensée m'a donné la chair de poule, mais l'épuisement m'a finalement entraîné dans un sommeil agité. J'ai rêvé de maman, de notre minuscule appartement qui semblait maintenant un paradis comparé à cette prison sombre. J'ai rêvé qu'elle appelait mon nom, qu'elle me cherchait, mais qu'elle ne pouvait pas entendre mes réponses. Quand je me suis réveillé, raide et grelottante, j'ai instinctivement cherché mon bracelet. Il était toujours là, enroulé autour de mon poignet, la minuscule breloque en forme d'étoile captant le peu de lumière qui filtrait à travers la fenêtre sale. Juste pour un petit moment, me suis-je murmuré, faisant écho à la promesse de maman. Juste pour un petit moment. Les mots sont devenus mon mantra, la seule chose qui tenait la panique à distance. Au 2e jour, la faim était devenue une douleur physique, une sensation de vide qui rendait la pensée difficile. Mes lèvres étaient gercées par la déshydratation. Je léchais la condensation sur les murs froids en béton, l'humidité à peine suffisante pour mouiller ma langue. D'en haut, j'entendais des voix inconnues. Des invités, peut-être. J'ai entendu tante Carla rire, le tintement des verres, les bruits d'un foyer normal qui continuait sa vie pendant que j'étais assise, oubliée, dans le noir. Maman savait-elle où j'étais? Tante Carla l'avait-elle appelée? Est-ce que quelqu'un me chercherait ici-bas? La porte du sous-sol s'est ouverte en grinçant le matin de mon 3e jour dans l'obscurité. La lumière a inondé la pièce, m'aveuglant temporairement. J'ai protégé mes yeux avec mon bras, plissant les yeux vers la silhouette dans l'embrasure de la porte. Tante Carla se tenait là, parfaitement apprêtée dans une robe à fleurs, ses cheveux relevés en un chignon élégant. Dans une main, elle tenait une petite bouteille d'eau, dans l'autre, un morceau de pain qui semblait rassis et dur. « Tu as appris ta leçon ?» a-t-elle demandé, sa voix étrangement calme. J'ai hoché la tête désespérément, bien que je ne sois pas entièrement sûr de la leçon que j'étais censé avoir apprise. Elle a jeté l'eau et le pain sur le sol à mes pieds. La bouteille a roulé, s'arrêtant juste avant une flaque d'eau stagnante dans le coin. « Tu en veux plus ?» a-t-elle demandé alors que je me jetais sur l'eau, dévissant le bouchon avec des mains tremblantes. « Excuse-toi auprès de Tessa. Dis-lui à quel point tu es désolé d'avoir volé ce qui est à elle. » J'ai avalé l'eau, une partie se déversant sur mon menton dans ma hâte, la fraîcheur dans ma gorge desséchée était divine. « Est-ce que Tessa est là ?» ai-je demandé, ma voix rauque par manque d'usage. « Non » a répondu tante Carla. « Mais tu peux me le dire, et je transmettrai le message. » Quelque chose s'est agité en moi alors, une minuscule étincelle de défi au milieu de la peur et de la faim. J'ai levé les yeux vers elle, serrant la bouteille d'eau à moitié vide contre ma poitrine. J'ai pris une barre de chocolat parce que j'avais faim, ai-je dit. Je suis désolé pour ça, mettez ça à tout, et je n'ai rien ici. Le visage de tante Carla s'est durci. Toujours aussi pleine de droit, a-t-elle marmonné. Tout comme ta mère. La porte s'est refermée à nouveau, le verrou s'enclenchant avec finalité. Malgré tout, je n'avais pas supplié. Je n'avais pas pleuré devant elle.
Cette petite victoire était tout ce que j'avais alors que l'obscurité m'enveloppait une fois de plus. Oncle Ray était assis à son bureau dans le bureau à domicile, se frottant les yeux fatigués. Il était presque minuit, mais il devait finir de se préparer pour la présentation commerciale du lendemain. La maison était silencieuse. Carla et Tessa s'étaient couchés des heures auparavant. Il a parcouru ses diapositives une dernière fois, faisant de petits ajustements. Pendant qu'il travaillait, une notification est apparue sur son ordinateur portable, un rappel pour sauvegarder les enregistrements de la caméra de surveillance. Ray avait installé le système le mois précédent, en partie sur l'insistance de Carla pour « garder un œil sur les choses » et en partie pour sa propre tranquillité d'esprit. Ray a ouvert le dossier des enregistrements, avec l'intention de faire une sauvegarde rapide avant d'éteindre pour la nuit. Il regardait rarement les enregistrements, ils étaient principalement à des fins de sécurité. Mais en faisant défiler les fichiers, un horodatage a attiré son attention. Il y a 3 jours, tôt le matin. Il se souvenait vaguement que Carla avait mentionné que Lana avait fait une crise ce jour-là. Curieux, il a cliqué sur lecture. L'enregistrement montrait le couloir menant au sous-sol. Ray a froncé les sourcils. L'angle de la caméra était parfait pour capturer la porte du sous-sol, une coïncidence qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Il a regardé Carla apparaître dans le cadre, traînant une petite silhouette par le bras. Lana. L'audio était faible mais assez clair, s'il vous plaît, tante Carla. Je ne le referai plus. Je vous le promets. L'estomac de Ray s'est noué alors qu'il regardait sa femme déverrouiller la porte du sous-sol et pousser la fillette de 9 ans brutalement en avant. Il pouvait voir Lana trébucher, l'entendre crier alors qu'elle tombait dans les escaliers. Puis le son écœurant de la porte qui claque, du verrou qui se tourne. Mais qu'est-ce que c'est que ça, murmura Ray, sa main figée sur la souris. Il a rapidement vérifié d'autres enregistrements de ce jour-là, des jours suivants. Il y avait Carla vacant à ses occupations. Il y avait Tessa jouant dans le salon. Mais aucun signe de Lana nulle part dans la maison. Une prise de conscience glaciale l'a envahi. Lana ne s'était pas reposée ou boudée dans sa chambre comme Carla l'avait prétendu. Elle avait été dans le sous-sol. Pendant 3 jours. L'esprit de Ray a repassé les semaines passées, se souvenant des moments qu'il avait mis mal à l'aise, Lana tressaillant quand Carla s'approchait, l'apparence de plus en plus décharnée de la fillette, les corvées qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait supporter. Il l'avait remarqué, mais n'avait rien dit, rien fait. Il a pensé à des draps, la mère de Lana, et à la promesse qu'il avait faite quand elle avait laissé sa fille à leurs soins. Nous nous occuperons d'elle comme si c'était la nôtre. Ray s'est adossé à sa chaise, une vague de honte l'envahissant. Depuis combien de temps ignorait-il les signes? Combien de fois avait-il choisi la paix avec Carla plutôt que de défendre ce qui était juste? Il a vérifié sa montre, minuit 15. Carla devait être profondément endormie maintenant, une grosse dormeuse qui se réveillait rarement avant 7 heures. Ray s'est déplacé silencieusement dans la maison sombre, récupérant la clé du sous-sol dans le tiroir de la cuisine où Carla la gardait. Devant la porte du sous-sol, il a hésité, se préparant à ce qu'il pourrait trouver. Puis il a tourné la clé et a ouvert la porte. La puanteur l'a frappé en premier, l'humidité, la moisissure, et quelque chose de pire. La peur humaine, la souffrance humaine. Lana, a-t-il appelé doucement, allumant l'interrupteur. Une petite forme a remué dans le coin, recroquevillée sous une couverture de poussière et de toiles d'araignée. Alors que Ray descendait les escaliers, son cœur se brisant à chaque pas, la forme s'est dépliée lentement. Lana l'a regardé avec des yeux creux, son visage sale et strié de larmes séchées. Ses vêtements, les mêmes qu'elle portait il y a 3 jours, étaient sales et froissés. Elle avait visiblement maigri, ses clavicules saillant nettement sous sa chemise. Oncle Ray, a-t-elle murmuré, sa voix une ombre rauque d'elle-même. Ray s'est agenouillé à côté d'elle, craignant de la toucher, craignant qu'elle ne se brise comme du verre. Je suis là, Lana. Je suis tellement désolé. Il l'a aidée à se lever, remarquant comment elle vacillait de faiblesse. Sans un mot, il l'a prise dans ses bras, elle ne pesait presque rien et l'a montée à l'étage. Chut, a-t-il murmuré quand elle a commencé à trembler. N'aie pas peur. J'ai tout vu. Il l'a emmenée dans la chambre d'Amy, aussi loin que possible de sa chambre et de celle de Carla. Il lui a donné de l'eau, la regardant l'avaler à grandes goulées, puis a rempli le verre 2 fois de plus. Il a trouvé des craquelins dans le garde-manger et l'a regardé les manger lentement, prudemment, comme si elle craignait qu'on ne les lui reprenne. Tante Carla va être en colère, a murmuré Lana, ses yeux se tournant vers la porte.
Laisse-moi m'occuper de ça, a dit Ray, sa voix ferme d'une résolution nouvelle. Tu dois te reposer. Je serai juste dehors si tu as besoin de quoi que ce soit. Ray est resté assis dans le couloir devant la chambre d'amis toute la nuit, son ordinateur portable ouvert, passant en revue des heures d'enregistrement. Les preuves étaient accablantes, la cruauté de Carla, le harcèlement appris de Tessa, la lente transformation de Lana d'une enfant normale de 9 ans en une enfant effrayée et affamée. Vers 7h30, il a entendu Carla s'agiter. Au moment où elle est descendue dans sa robe de chambre en soie, il l'attendait dans la cuisine, une tasse de café à la main, son expression indéchiffrable. « Bonjour », a-t-elle dit, se dirigeant vers la cafetière. « Tu es levé tôt. »« Je n'ai pas pu dormir », a répondu Ray, la regardant attentivement. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée, la livraison du journal. Carla est allée le chercher, et c'est là qu'elle a remarqué que la porte de la chambre d'amis était fermée. « Pourquoi cette porte est-elle fermée ?» a-t-elle demandé, soudainement alerte. Elle s'est dirigée vers elle, mais Ray s'est mis sur son chemin. « Lana est là-dedans », a-t-il dit calmement. Carla s'est figée, son expression passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose comme la peur, avant de se fixer sur l'indignation. « Quoi ? Comment a-t-elle ? Je l'ai laissé sortir, a interrompu Ray. La nuit dernière. Tu n'en avais pas le droit, a sifflé Carla, en gardant sa voix basse. Elle était punie. Elle a volé Tessa. Elle a pris une barre de chocolat parce qu'elle avait faim, a contré Ray, sa voix toujours calme mais avec un tranchant d'acier. Et tu l'as enfermée dans un sous-sol froid et sombre pendant 3 jours sans nourriture ni eau suffisante. As-tu la moindre idée de ce qui aurait pu lui arriver ? De ce qui pourrait encore arriver si cela se sait. Le visage de Carla a légèrement pâli, mais elle s'est vite reprise. Elle va bien. Elle exagère, elle te manipule. Tu as toujours été trop tendre. La porte de la chambre d'amis s'est alors ouverte, et Lana est apparue, toujours dans ses vêtements sales, ses cheveux emmêlés. Elle s'est figée en voyant Carla, reculant instinctivement. Le comportement de Carla a changé instantanément, un sourire sucré remplaçant son air renfrogné. « Lana, ma chérie, j'étais si inquiète quand j'ai vu que tu avais disparu ce matin. » Lana n'a rien dit, ses yeux écarquillés de peur et de confusion. Elle est remontée en douce, a poursuivi Carla, se tournant vers Ray avec le même faux sourire. Elle t'a manipulé. Tu ne vois pas ? Elle a toujours été une enfant à problème. Deidra m'avait prévenu. Arrête, a dit fermement Ray. J'ai tout sur caméra, Carla. Les mots ont flotté dans l'air entre eux. Le sourire de Carla a vacillé, puis a complètement disparu. De quoi tu parles ? A-t-elle demandé, sa voix soudainement cassante. Les caméras de surveillance, a expliqué Ray, désignant son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. Elles ont tout enregistré. Toi la traînant au sous-sol. Toi l'enfermant. Toi ignorant ses appels à l'aide. Le visage de Carla s'est tordu de rage. Tu m'as espionné dans ma propre maison. Ce sont des caméras de sécurité, Carla. Elles enregistrent tout, y compris la maltraitance d'enfants. Lana, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a finalement parlé. Sa voix était petite mais claire dans la cuisine tendue. Elle m'a dit que j'étais une ordure, a-t-elle dit, regardant Ray plutôt que Carla. Que je ne méritais pas de manger. Que maman m'avait abandonné parce que je ne valais rien. Carla s'est élancée en avant, pointant un doigt tremblant vers Lana. Espèce de petite menteuse ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ray s'est interposé entre elles. Retourne dans la chambre d'amis, Lana. Verrouille la porte de l'intérieur. Je dois parler à tante Carla seule. Lana n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle s'est retirée rapidement, le clic de la serrure audible dans le silence qui a suivi. Ray s'est tourné vers sa femme, ne prenant plus la peine de cacher son dégoût. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Carla ? C'est une enfant. L'enfant de ta sœur. Demi-sœur, a craché Carla. Et elle est comme Deidra. Toujours à prendre, toujours à avoir besoin. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai supporté. J'appelle Deidra, a dit Ray, attrapant son téléphone. Et ensuite, j'appelle les services de la protection de l'enfance, à moins que tu ne le fasses toi-même tout de suite. Le rire de Carla était froid et sec. Tu ne le feras pas. Tu te soucies trop des apparences, de ce que les gens penseront. Pauvre Ray, incapable de contrôler sa femme, incapable de protéger un enfant dans sa propre maison.
Quelque chose s'est durci dans l'expression de Ray. Sans un mot de plus, il a fait défiler ses contacts et a composé un numéro. « Qui appelles-tu » a exigé Carla, la panique perçant dans sa voix. « Marc » a répondu Ray, nommant son ami avocat. Ce n'est pas seulement de la maltraitance psychologique, Carla. C'est une mise en danger, possiblement des voies de fait. Le visage de Carla est devenu blanc. « Tu n'oserais pas. » Ray a soutenu son regard pendant que le téléphone sonnait. « Regarde-moi faire. » Pendant qu'il attendait que Marc réponde, Ray a branché une clé USB dans son ordinateur portable et a commencé à copier les enregistrements accablants. Carla regardait, son sang-froid s'effritant de seconde en seconde. Plus tard, alors que Ray parlait doucement avec son ami avocat dans le salon, Carla a commencé à marteler la porte de la chambre d'amis où Lana s'était barricadée. « Ouvre cette porte, espèce de petite vipère » a-t-elle crié. « Tu as tout gâché. » Ray a mis fin à son appel et a traversé la pièce, se positionnant entre Carla et la porte. Son attitude douce et évitant les conflits avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus résolu. « Ça suffit » a-t-il dit calmement. « Éloigne-toi de la porte. »« Ou quoi » a défié Carla, son sang-froid parfait maintenant complètement brisé. « Que vas-tu faire, Ray ? Que peux-tu bien faire ?» Ray n'a pas élevé la voix, n'a pas fait de menace. Il a simplement brandi la clé USB contenant l'enregistrement de ses abus. « Je laisserai ceci parler pour moi » a-t-il dit. Et pour Lana. Pour la première fois depuis que Ray la connaissait, Carla sembla à court de mots. Elle a regardé la clé USB, puis son visage, la reconnaissance naissant dans ses yeux. Quelque chose était en train de se défaire, son contrôle, sa façade soigneusement construite, peut-être même sa perception d'elle-même. Derrière la porte verrouillée, Lana a pressé son oreille contre le bois, écoutant les adultes se disputer à son sujet. Elle a serré le bracelet de sa mère, la minuscule breloque en forme d'étoile fraîche contre sa paume. Juste pour un petit moment, s'est-elle murmurée. Seulement maintenant, pour la première fois depuis son arrivée dans la maison parfaite de tante Carla, elle croyait vraiment que cela pourrait être vrai. La chambre d'amis est devenue mon sanctuaire ce matin-là. Oncle Ray m'avait apporté des vêtements propres, un sandwich, et plus d'eau que je ne pouvais en boire. Il avait même trouvé une petite trousse de premier secours et avait aidé à nettoyer les éraflures sur mon coude et mes genoux. Toutes les quelques minutes, il frappait doucement et me demandait si j'allais bien. Je n'allais pas bien, mais j'allais mieux que dans le sous-sol. Vers midi, j'ai entendu une voiture freiner brusquement dans l'allée. Des bruits de pas ont martelé les marches du porche, suivis de coups frénétiques à la porte. La voix d'oncle Ray, puis une autre voix, familière et désespérée. « Maman. » La porte de la chambre d'amis s'est ouverte à la volée, et elle était là, les cheveux en bataille, les yeux cerclés de rouge et frénétiques. Elle portait le même uniforme bleu que lorsqu'elle m'avait déposé, comme si elle venait directement du travail. « Lana » s'est-elle écriée en se précipitant en avant. Je suis pratiquement tombé dans ses bras, respirant son odeur familière de savon d'hôpital et de la lotion à la vanille qu'elle utilisait toujours. Elle sentait le foyer. « Mon bébé, tu vas bien » a demandé maman, en se reculant pour examiner mon visage, mes bras, les cernes sous mes yeux. Ses mains tremblaient en traçant la contusion sur mon coude. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Elle est juste dramatique. La voix de tante Carla venait de l'embrasure de la porte. Elle se tenait là, les bras croisés, son visage un masque parfait d'inquiétude. Elle a tout inventé. Maman s'est retournée lentement, son corps protégeant le mien. « Que as-tu fait à ma fille, Carla ?» Oncle Ray s'est interposé entre elles, son visage normalement doux durci par la résolution. « Des draps, il y a quelque chose que tu dois voir. » Il a brandi une petite clé USB argentée. Laissons les enregistrements parler. Maman semblait confuse, mais elle a suivi oncle Ray dans le salon, me gardant près d'elle. Tante Carla nous suivait, ses talons claquant sur le parquet comme des points de ponctuation en colère. « Quels enregistrements » a demandé maman alors qu'oncle Ray connectait la clé USB à la télévision. « J'ai installé des caméras de surveillance le mois dernier » a-t-il expliqué, naviguant à travers les fichiers. « Pour la sécurité. Elles ont tout enregistré. » L'écran de télévision a vacillé et s'est allumé, montrant le couloir menant au sous-sol. J'ai tressailli, enfouissant mon visage contre le flanc de maman. Je n'avais pas besoin de regarder. Je l'avais vécu. Mais maman a regardé. J'ai senti son corps se raidir lorsque la vidéo a montré tante Carla me traînant jusqu'à la porte du sous-sol.
Lorsque l'audio a capturé mes cris et le son de ma chute dans les escaliers, maman a laissé échapper un son étranglé. Monstre, a-t-elle murmuré, se tournant vers sa sœur. Elle a 9 ans. Elle a volé Tessa, a dit tante Carla, mais sa voix avait perdu sa conviction. Ray a fait une avance rapide, montrant des extraits de plusieurs jours, tante Carla ouvrant la porte une fois pour jeter de l'eau et du pain, riant avec des invités pendant que j'étais enfermé en bas, disant à Tessa que j'avais ce que je méritais. Tu as dit qu'elle était heureuse, a crié maman, se levant. Tu as dit qu'elle s'adaptait bien. Elle avait besoin de discipline, a répondu tante Carla. Quelque chose que tu n'as manifestement jamais fourni. Maman s'était lancée en avant, mais oncle Ray lui a attrapé le bras. Pas devant Lana, a-t-il murmuré. Il y a autre chose que tu dois voir. Alors que les enregistrements continuaient, montrant la cruauté de tante Carla dans des détails douloureux, maman m'a serré plus fort. Quand Ray a finalement éteint la télévision, le silence dans la pièce était assourdissant. J'appelle la police, a dit maman, sa voix d'un calme mortel. Je l'ai déjà fait, a répondu oncle Ray, jetant un œil à sa montre. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Comme par un signal, des lumières bleues et rouges ont clignoté à travers les fenêtres de devant. Tante Carla est devenue pâle. Tu n'oserais pas, a-t-elle sifflé à oncle Ray. Je suis ta femme. Et c'est une enfant qui a failli mourir dans notre sous-sol, a-t-il répondu, se dirigeant vers la porte d'entrée. J'en ai fini de me taire. 2 policiers sont entrés, l'agent Bennett, une femme noire de grande taille aux yeux bienveillants, et l'agent Reynolds, un homme blanc d'âge moyen avec un carnet déjà en main. Ils ont écouté gravement pendant qu'oncle Ray expliquait la situation, puis ont demandé à voir les enregistrements. Pendant qu'ils examinaient les preuves dans la cuisine, l'agent Bennett s'est assise avec moi sur le canapé. Peux-tu me dire ce qui s'est passé, ma chérie, a-t-elle demandé doucement. J'ai regardé maman, qui a hoché la tête pour m'encourager, bien que des larmes coulent sur son visage. Alors, j'ai dit la vérité. Toute la vérité. Comment tante Carla m'avait fait me sentir mal accueilli dès le début. Les corvées, les paroles dures, la faim. Avoir pris la barre de chocolat parce que mon estomac me faisait mal à cause du vide. Le sous-sol, sombre, froid et terrifiant. Elle m'a dit que j'étais une ordure, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Que je ne méritais pas de manger. Que maman m'avait abandonné parce que je ne valais rien. Maman a émis un son comme si quelque chose se brisait en elle. Je n'aurais jamais dû te laisser. Je n'en avais aucune idée, Lana. Je te jure que je n'en avais aucune idée. L'agent Reynolds est sorti de la cuisine, le visage sombre. Nous en avons assez vu, a-t-il dit. Madame Walker, nous avons besoin que vous veniez avec nous au poste. Tante Carla se tenait figée dans l'embrasure de la porte de la cuisine. C'est ridicule. C'était juste de la discipline. Enfermer un enfant dans un sous-sol non aménagé pendant 3 jours avec une nourriture et une eau inadéquate n'est pas de la discipline, madame, a dit l'agent Bennett, se levant du canapé. C'est une mise en danger et une maltraitance d'enfant. Veuillez vous retourner et placer vos mains derrière votre dos. Vous ne pouvez pas être sérieux, a ricané tante Carla, mais sa voix a vacillé. Mortellement sérieux, a répondu l'agent Reynolds, sortant une paire de menottes. Alors qu'ils emmenaient tante Carla, Tessa est apparue en haut des escaliers en pyjama, se frottant les yeux endormis. Maman, a-t-elle appelé, sa voix petite et confuse. Où vas-tu? Le sang-froid de tante Carla a finalement craqué. Tessa, mon bébé, tout va bien. Maman sera bientôt à la maison. Tout cela n'est qu'un grand malentendu. Mais la porte s'est refermée derrière elle et la voiture de police s'est éloignée, laissant Tessa debout sur les escaliers, déconcertée et effrayée. Oncle Ray s'est approché d'elle doucement. Viens, ma chérie. Allons te chercher un petit déjeuner. Dans la foulée, une femme des services de la protection de l'enfance est arrivée, Myriam Davis, aux cheveux foncés parsemés d'argent et à la voix apaisante. Elle m'a interrogé séparément dans la chambre d'amis, posant des questions prudentes sur mon séjour chez tante Carla. Tu es courageuse, m'a-t-elle dit quand nous avons terminé, ses yeux chaleureux et sincères. Et tu n'as rien fait de mal, Lana. Pas une seule chose. Je n'étais pas sûr de la croire encore, mais je le voulais. Plus tard dans la journée, alors que maman emballait mes quelques affaires, oncle Ray a demandé à me parler seul. Il s'est agenouillé devant moi dans le couloir, ses yeux cerclés de rouge et fatigués. J'ai remarqué des choses, a-t-il admis à voix basse. La façon dont elle te traitait,
à quel point tu avais peur. Je suis resté silencieux trop longtemps. Et pour cela, je suis tellement désolé. J'ai étudié son visage, la culpabilité gravée dans les rides autour de ses yeux, le remords sincère. Je suis juste contente que vous l'ayez finalement fait, ai-je dit. Merci de m'avoir sorti de là. Il a hoché la tête, retenant ses larmes. Je vais arranger les choses, Lana. Je te le promets. Alors que maman et moi nous préparions à partir, Tessa regardait depuis l'escalier, son expression indéchiffrable. Je me suis demandé ce qui allait lui arriver maintenant, avec sa mère partie et la culpabilité de son père planant sur la maison comme une ombre. Dans la voiture, maman ne pouvait pas s'arrêter de s'excuser. Je pensais qu'elle prendrait soin de toi, a-t-elle murmuré, serrant le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. C'est ma sœur. Je lui ai fait confiance. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, bien qu'une partie de moi ne soit pas sûre de le croire pleinement. Nous allons surmonter ça, a promis maman, se penchant pour me serrer la main. Ensemble. Cette nuit-là, dans notre minuscule appartement qui ne m'avait jamais semblé aussi merveilleux, maman m'a donné un carnet avec une couverture violette. Pour quand tu auras besoin de sortir les pensées de ta tête, a-t-elle expliqué. Je l'ai ouvert à la première page blanche et j'ai pris un stylo, n'hésitant qu'un instant avant d'écrire « Je m'appelle Lana. J'ai survécu, et voici mon histoire. » La salle d'audience était bondée le premier jour du procès de tante Carla, 3 mois après mon sauvetage du sous-sol. Chaque banc en bois était rempli de gens, des journalistes du journal local, des voisins qui avaient toujours pensé que tante Carla était une femme si charmante, et des inconnus attirés par les titres sensationnels, une femme enferme sa nièce dans un sous-sol pour une barre de chocolat. Maman m'avait acheté une nouvelle robe bleu marine pour l'occasion, et mes cheveux étaient soigneusement tressés. Je me sentais petite, assise au premier rang, mes mains se tordant nerveusement sur mes genoux. « Tu n'es pas obligé de la regarder » a murmuré maman en me serrant la main. « Regarde juste moi ou le juge. » Mais lorsque la porte latérale s'est ouverte et que tante Carla est entrée me noter, je n'ai pas pu m'empêcher de la fixer. Elle avait l'air différente, plus mince, plus pâle, ses cheveux blonds tirés en une simple queue de cheval au lieu de sa coiffure parfaite habituelle. Elle portait un tailleur pantalon gris au lieu de ses robes à fleurs. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la pièce. Elle a détourné les yeux la première. Le procès a commencé par les déclarations liminaires. La procureure, Madame Adams, a parlé avec assurance d'un schéma inquiétant d'abus et d'un mépris choquant pour le bien-être d'un enfant. L'avocat de tante Carla, Maître Peterson, a parlé de mémoire exagérée et des intentions mal comprises. L'enfant était discipliné, pas maltraité, a-t-il soutenu, me désignant du geste comme si je n'étais même pas présente. Madame Walker est une mère dévouée qui ne faisait qu'imposer des limites à une nièce difficile. La main de maman s'est resserrée sur la mienne. Maître Peterson a continué, suggérant que mes souvenirs étaient confus, que j'avais été traumatisé par l'abandon de ma mère et que j'avais transféré cette colère sur ma tante. Les enfants se souviennent souvent mal des événements, a-t-il affirmé, surtout lorsqu'ils sont déjà perturbés émotionnellement. Puis, oncle Ray a été appelé à témoigner. Il s'est dirigé vers la barre des témoins, l'air fatigué mais déterminé. Il avait perdu du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, et de nouvelles rides creusaient son front. Il a jeté un regard à tante Carla, puis a fixé son regard sur la procureure. « Monsieur Walker, a commencé Madame Adams, pourriez-vous dire à la cour ce que vous avez observé concernant le traitement de votre femme envers sa nièce, Lana Bryant ?» Oncle Ray s'est éclairci la gorge. Au début, c'était subtil. Des corvées supplémentaires pour Lana, des portions plus petites au repas, des paroles dures quand elle pensait que je n'écoutais pas. J'ai remarqué, mais je ne voulais pas croire ce que je voyais. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai visionné les enregistrements de la caméra de surveillance et je l'ai vu traîner Lana au sous-sol. Je l'ai vu l'enfermer. Je l'ai entendu ignorer les appels à l'aide de Lana. Maître Peterson s'est levé. Mais vous n'avez pas vérifié le sous-sol immédiatement, n'est-ce pas? Vous avez attendu. Le visage d'oncle Ray s'est empourpré de honte. Oui, jusqu'à cette nuit-là. J'aurais dû agir plus tôt. Donc, vous n'étiez pas assez inquiet pour vérifier tout de suite? Objection, a lancé Madame Adams, il harcèle le témoin. Maintenu, a répondu le juge. Alors qu'oncle Ray poursuivait son témoignage, il a ajouté des détails que je ne connaissais pas, comment il avait remarqué de la nourriture manquante dans mon assiette, comment tante Carla avait jeté des cartes que j'avais faites pour maman, comment elle avait dit aux voisins que j'étais
perturbée et manipulatrice. Elle a systématiquement isolé Lana, a-t-il conclu, sa voix se brisant légèrement. Et j'ai laissé faire dans ma propre maison. Le 3e jour du procès, c'était mon tour de témoigner. Marcher jusqu'à la barre des témoins, c'était comme traverser un océan. Chaque pas semblait demander un effort énorme, et mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. L'huissier m'a aidé à ajuster le microphone, et le juge a souri gentiment. « Dis juste la vérité, Lana, a-t-elle dit. C'est tout ce que tu as à faire. » Alors je l'ai fait. J'ai parlé à la cour de la barre de chocolat et du sous-sol, de la faim et de l'obscurité, des souris et du sol en béton froid, des paroles de tante Carla, les voleurs sont punis. Ma voix a tremblé au début mais s'est affermie à mesure que je continuais. Quand maître Peterson a essayé de suggérer que j'exagérais, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai compté les marches quand je suis tombé. Il y en avait 14. J'ai compté les heures en regardant le minuscule filet de lumière de la fenêtre changer. J'ai compté combien de fois j'ai entendu Tessa rire à l'étage pendant que j'étais enfermé en bas. La salle d'audience était silencieuse quand j'ai fini. Même maître Peterson semblait à court de mots. Puis madame Adams s'est levée. Votre honneur, nous aimerions présenter la preuve vidéo. Les enregistrements de la caméra de surveillance ont été diffusés sur un grand écran face au jury. Les images étaient claires, l'audio indubitable, tante Carla me poussant dans les escaliers, verrouillant la porte, ignorant mes supplications. Lorsque la vidéo l'a montré jetant la bouteille d'eau et le pain rassis sur le sol du sous-sol, en disant « Tu en veux plus ?» Excuse-toi auprès de Tessa, une femme dans le public a poussé un cri audible. Soudain, tante Carla s'est levée d'un bond. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle crié en pointant l'écran. Elle vous a tous manipulés. Elle volait, se faufilait partout. Espèce de petite vipère. Le juge a frappé de son marteau. Madame Walker, maîtrisez-vous, ou vous serez expulsée de la salle d'audience. L'avocat de tante Carla l'a ramenée sur son siège, lui chuchotant de manière pressante à l'oreille. Mais le mal était fait. Le jury avait vu sa rage, sa perte de contrôle, tout comme je l'avais vu tant de fois auparavant. Maman a témoigné ensuite, sa voix stable malgré ses larmes. Elle a admis son erreur d'avoir fait confiance à tante Carla mais a souligné, aucun enfant ne mérite ça, surtout le mien. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle m'avait laissé avec sa sœur, maman a expliqué la perte de son emploi, le risque d'expulsion, l'offre d'aide de tante Carla. J'étais désespéré, a-t-elle dit. Et Carla semblait si attentionnée, si désireuse d'aider. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait du mal à Lana. Le jury a délibéré pendant près de 5 heures. Maman et moi étions assises dans une petite salle d'attente, parlant à peine. Elle m'a tenu la main tout le temps. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience pour le verdict, je mâchouillais nerveusement ma manche, regardant l'horloge avancer par incréments angoissants. La présidente du jury s'est levée, un papier tremblant légèrement dans sa main. Nous, le jury, déclarons l'accusée, Carla Walker, coupable de tous les chefs d'accusation de mise en danger et de maltraitance d'enfants. Maman a laissé échapper un sanglot à côté de moi, me serrant contre elle. De l'autre côté de la pièce, tante Carla était assise très droite, son visage vide de toute expression, sous le choc. Le juge a annoncé que le prononcé de la peine serait fixé au mois suivant. Alors que l'huissier emmenait tante Carla, elle s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Je n'ai pas détourné le regard. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se sont précipités pour obtenir des déclarations, mais maman m'a rapidement emmené à la voiture, me protégeant de leurs questions. Avant que nous puissions partir, oncle Ray s'est approché, s'agenouillant à ma hauteur comme il l'avait fait ce jour-là dans son couloir. « Merci d'être restée forte », a-t-il dit simplement, les yeux humides de larmes non versées. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire d'autre. Il n'avait pas causé le mal, mais il ne l'avait pas empêché non plus. Pourtant, à la fin, il m'avait sauvé. C'était compliqué, ce sentiment. Pas tout à fait du pardon, pas tout à fait de la gratitude, mais quelque chose entre les deux. En nous éloignant en voiture, maman a demandé « Ça va ?» J'ai regardé le palais de justice, s'éloignant au loin. Je pense que ça ira. Un mois plus tard, nous sommes retournés au palais de justice pour le prononcer de la peine de tante Carla. La salle était moins bondée cette fois, la sensation initiale s'étant estompée des nouvelles locales. Maman portait sa plus belle robe, une simple robe bleue qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et je portais le bracelet en argent qu'elle m'avait donné, celui qui était censé me donner du courage.
Le juge Harrison avait l'air solennel en rendant sa décision. Carla Walker, cette cour vous condamne à 5 ans de prison d'État pour mise en danger et maltraitance d'enfants. J'ai regardé de loin tante Carla être emmenée. Ses vêtements de marque avaient disparu, remplacés par une combinaison orange qui flottait sur sa silhouette. Elle n'a pas regardé en arrière cette fois. À l'extérieur de la salle d'audience, oncle Ray s'est approché de nous avec prudence, Tessa le suivant. Nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps, a-t-il dit, sa voix douce. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai demandé le divorce et que j'ai obtenu la garde exclusive de Tessa. Tessa se tenait à moitié cachée derrière son père, les yeux baissés. Elle avait l'air différente, moins soignée, plus comme une enfant normale en jean et t-shirt avec des cheveux légèrement en désordre. Je me suis demandé si sa mère lui manquait ou si elle était soulagée. Je l'ai aussi inscrite en thérapie, a poursuivi Ray, posant une main sur l'épaule de Tessa. Pour nous deux, en fait, pour essayer de réparer certains des dommages causés par Carla. Maman a hoché la tête avec raideur. J'espère que ça aidera. Alors qu'il se tournait pour partir, Tessa a soudainement levé la tête, croisant mon regard. Elle n'a pas parlé, mais quelque chose est passé entre nous, une lueur de compréhension, peut-être, ou l'expérience partagée de vivre sous l'ombre de tante Carla. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a commencé à trouver un nouveau rythme. Maman avait obtenu un poste dans un autre hôpital, travaillant de nuit avec un meilleur salaire. Nous avions encore des difficultés financières, mais nous étions ensemble, et c'était ce qui comptait. Mon enseignante de 5e année, Mademoiselle Williams, a donné une rédaction personnelle intitulée « Une expérience difficile ». La plupart des enfants ont écrit sur la perte d'un animal de compagnie ou le déménagement dans une nouvelle école. J'ai écrit sur le sous-sol. Mademoiselle Williams a lu ma rédaction avec de grands yeux, puis a demandé si elle pouvait la soumettre à un concours d'écriture pour jeunes. « Ta voix mérite d'être entendue, Lana », a-t-elle dit. 3 mois plus tard, je me tenais sur une scène à la bibliothèque du comté, acceptant un prix d'essai à l'échelle de l'État. Mes mains tremblaient en m'approchant du microphone, mais ma voix est restée stable tandis que je lisais mon histoire à voix haute. Maman était assise au premier rang, des larmes coulant sur son visage. À côté d'elle, de manière inattendue, se trouvait oncle Ray. Il avait demandé la permission d'assister, et maman avait accepté à contre-cœur. Après la cérémonie, une journaliste locale s'est approchée avec un microphone et une caméra. « Lana, regrettez-vous quelque chose de ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi attentivement à la question. « Je regrette d'être restée silencieuse », ai-je finalement dit. Mais je ne le suis plus. Cette interview a mené à une invitation à écrire pour le journal de l'école, qui s'est transformé en un blog personnel. J'écrivais sur des choses que la plupart des adultes voulaient ignorer, les enfants qui n'étaient pas crus, les secrets cachés derrière des portes parfaites, le courage qu'il fallait pour parler quand tout le monde s'attendait au silence. Un après-midi pluvieux, une lettre est arrivée dans notre boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture soignée et masculine. À l'intérieur se trouvait une brève note d'oncle Ray. Chère Lana. Je pense souvent à toi et j'espère que tu vas bien. Je voulais que tu saches que j'ai finalement arrêté de faire semblant et de faire semblant que mon mariage était sain, que le silence était plus facile que la confrontation, que détourner le regard était la même chose que de ne pas voir. J'ai vendu la maison et j'ai utilisé l'argent pour ouvrir un refuge pour les enfants comme toi, ceux qui ont besoin d'un abri temporaire et de protection. Tessa va mieux avec la thérapie et a même commencé à faire du bénévolat avec moi le week-end. Ton courage a tout changé. Avec reconnaissance. Ray. J'ai montré la lettre à maman, qui l'a lue avec une expression complexe, mi-colère, mi-respect réticent. Vas-tu répondre, a-t-elle demandé. Pas encore, ai-je répondu. Peut-être un jour. L'été suivant, maman avait assez économisé pour que nous puissions déménager dans un meilleur appartement, plus près de mon école. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait 2 chambres et un petit balcon où j'ai commencé un jardin en pot des herbes et des fleurs qui avaient besoin de lumière pour pousser. Le week-end, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre local pour enfants maltraités. Je ne partageais pas mon histoire avec chaque enfant, mais quand je rencontrais ceux qui avaient des yeux creux et des postures défensives, je chuchotais parfois, je comprends. Je suis passé par là, moi aussi. Certains jours étaient encore difficiles. Je faisais des cauchemars à propos du sous-sol, de l'obscurité qui se refermait. Je tressaillais à certains bruits et une porte qui claque, des clés qui tintent. Mais les mauvais jours se sont raréfiés à mesure que les bons jours se multipliaient. Pour mon 10e anniversaire,
maman m'a offert un médaillon avec sa photo à l'intérieur. Pour que tu saches toujours que je suis avec toi, a-t-elle dit. Je le portais à côté de mon bracelet étoilé, symbole de l'avant et de l'après, de la perte et de la guérison. Cette nuit-là, assise sur notre petit balcon à regarder le coucher du soleil, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Le sous-sol avait été sombre, mais j'en étais sorti. Tante Carla avait essayé de me briser, mais j'étais devenue plus forte à la place. Je pensais que j'étais juste une fille dans le noir, ai-je écrit dans mon journal plus tard. Mais maintenant je sais que ce n'était pas moi qui avais besoin de me cacher. Les mots semblaient vrais en les écrivant, un témoignage du parcours de victime à survivante. On m'avait réduite au silence, mais j'avais trouvé ma voie. On m'avait enfermée, mais j'avais refusé de rester caché. Mon histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et cette fois, ce serait moi qui la raconterais. Quelle obscurité pourrait se cacher derrière les portes parfaites de votre propre quartier? Si cette histoire vous a ému, merci d'aimer, de vous abonner et de partager pour aider d'autres voix à se faire entendre. Votre soutien permet de mettre en lumière davantage d'histoires de survivants.